Moi, j'avais un système de catalogue tout en travaillant 20 heures par semaine, grand maximum, voire beaucoup moins. Donc, qui dit énormément de clients dit malheureusement plus de gogol. c'est pas ça qui va payer le loyer et c'est pas ça qui va te permettre de t'enrichir financièrement. Sache que ça risque sérieusement de te freiner pour aller peut-être faire 100 000 balles, 200 000 balles. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Amour, Gloire et Business où aujourd'hui on va parler d'un débat entre entrepreneurs et un dilemme pour beaucoup d'entrepreneurs qui est comment est-ce qu'on choisit entre une offre unique ou un catalogue d'offres, un catalogue de produits. Et donc on s'est dit qu'on allait s'attaquer avec PB à ce sujet qui revient très très souvent parmi nos clients, parmi notre communauté, que nous aussi on a vécu en fait comme dilemme interne et donc c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui dans cet épisode. C'est parti. Eh ben écoute, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est, je pense que chacun, en fait, on a eu des expériences sur différents types de business models. Donc moi, j'ai une question pour toi. Je vais t'interviewer un petit peu pour commencer. Est-ce que tu es plutôt de la team offre unique ou catalogue de produits ? Ça dépend. Ça dépend parce que moi, j'ai fait les deux. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment, il y en a un qui va être obligatoire dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Est-ce que tu veux que j'approfondisse ? Bien sûr. Donne ton avis sur quelles sont les circonstances où tu penses que c'est mieux d'avoir on va dire une multiplicité de produits versus l'offre unique. Et après, je mettrai mon grain de sel parce que j'ai aussi mon avis sur le sujet. Ok, c'est parti. Si tu as une petite audience, c'est-à-dire moins, alors une petite audience, c'est quoi si t'as pas genre 10, 20, 30 000 abonnés sur Instagram, sur YouTube ou sur ce que tu veux, ou même sur une liste email. Si t'as pas ça, pour moi, c'est focus offre unique et rien d'autre. Après, quand tu commences à avoir plein d'abonnés, que ce soit email, que ce soit Instagram, etc. Là, tu as plus de liberté pour faire ce que tu veux. Je reste plus partisan qu'une offre unique, tu peux l'emmener très très loin. Tu peux l'emmener à 500 000 balles, 100 000 balles, 500 000 balles, 1 million. Tu peux l'emmener super loin. Plusieurs petites offres, en fait, tu pourras jamais optimiser chacune pour que chacune génère beaucoup d'argent. Et si c'est des offres d'accompagnement, tu vas sans doute péter un plomb parce que déjà, une offre d'accompagnement, ça t'occupe énormément, si vraiment il y a du coaching et des choses comme ça. Quand on a 2, déjà, c'est sport, mais après, quand on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est injouable. Et après, si c'est des petits produits, formation en ligne toute seule, enfin en autonomie, là, tu fais ce que tu veux, mais pour ça, il faut soit une grosse audience, soit certes une petite audience, même si ce ne sera pas le plus facile pour faire énormément d'argent. Par contre, il faudra être excellent en copywriting. Et toi, tu l'as vécu quand tu avais Postalem, donc ajoute ton grain de sel. Mon grain de sel là-dessus. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que chacun des modèles, en fait, que ce soit offre unique, catalogue de produits, on va avoir, comme dans tout, on va avoir des avantages et des inconvénients. Donc, en fait, les avantages et les inconvénients, on va les choisir en fonction de certains critères. Effectivement, la taille de notre communauté. Donc, si on a une petite communauté, une petite liste email, ça va pas être les mêmes enjeux que quand on a beaucoup de monde, évidemment. Et ça va dépendre aussi évidemment, de la vision qu'on a pour notre business. Et ça va dépendre de notre capacité aussi à produire. Et ce, dans quoi on est bon. C'est-à-dire que si vous avez la capacité de produire beaucoup de produits de formation, c'est différent si vous avez la capacité de produire beaucoup de contenu d'acquisition. Et c'est pas exactement la même chose. Moi, je vois des clients qui vont être excellents pour avoir des idées d'offres, créer des offres, etc. Et donc ça va être quelque chose qu'ils vont faire très facilement. Et alors c'est pas un client, mais prenons Antoine BM qui est très fort pour créer des produits, par exemple, en grand nombre. Et à l'inverse, j'ai des personnes qui ont du mal à avoir soit des idées pour une nouvelle offre, soit qui vont vouloir se concentrer sur une offre unique et qui vont être par contre excellents pour produire du contenu d'acquisition. Donc par exemple, si vous êtes excellent pour créer du contenu Instagram qui permet d'avoir une grosse acquisition dans le cas d'Instagram, c'est vrai que c'est intéressant de se concentrer là-dessus si c'est votre zone de génie et de vous concentrer derrière sur vendre une seule offre pour l'instant. Donc ça dépend aussi de ce dans quoi on est bon, je pense qu'il y a ça qui joue. En tout cas, moi dans mon expérience, vu que j'ai eu 2 entreprises et que à chaque fois j'ai eu des modèles différents, j'ai testé des modèles différents, je peux faire un retour d'expérience sur ce qui fonctionne le mieux en fonction du stade de développement, etc. Sur ma première société Postadem, j'ai commencé avec une offre unique de coaching, donc j'ai commencé vraiment sur le terrain coaching individuel avec mes clients et j'ai commencé que par ça. C'était un programme qui s'appelait Nouveau Départ où je les aidais en fait à trouver leur voie, à définir leur projet professionnel. Donc j'ai commencé par ça et je me suis concentrée que là-dessus
le temps de déjà m'assurer que je faisais... alors, c'était le tout début, en plus, c'était en 2018, donc il n'y avait pas... les business à 6 chiffres étaient quand même moins fréquents, donc déjà d'aller me verser un salaire de base avec ça, c'était très bien, donc j'allais chercher les 30-40 000 euros de chiffre d'affaires avec ça. J'ai commencé par cette offre unique de coaching pour vraiment être focus, pouvoir avoir aussi le bouche à oreille sur cette offre-là et me concentrer sur l'amélioration de ce produit, de ce service de coaching. Et une fois que ça a commencé à tourner et que j'ai aussi eu envie de passer à autre chose, parce qu'il y a ça aussi dans le choix d'une offre unique ou du catalogue, c'est que parfois on peut aussi avoir l'envie qui nous démange un petit peu d'aller créer autre chose. Et donc une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, je vais aller sur un autre sujet qui est d'aider les salariés à définir un projet d'entrepreneuriat et vraiment spécifique, création d'entreprise. Et donc là, j'ai pu commencer à aller aussi sur ce sujet en coaching. Donc ça a été ma deuxième offre, mais je me suis retrouvée justement dans cette situation un petit peu bancale parce que du coup, j'avais 2 offres où il n'y avait pas forcément une grosse différence, c'est-à-dire que les clients étaient là, ouais, mais moi j'ai envie de définir mon projet professionnel, mais peut-être que ça va être de l'entrepreneuriat, peut-être pas. Donc ça crée de la confusion. Donc j'ai vécu ce truc de tu crées une deuxième offre peut-être trop vite, pas assez différente de la première, et du coup ça génère de la confusion et de la complexité. Du coup, je me suis un petit peu calmée là-dessus. Je suis restée vraiment sur une offre de coaching unique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à la création de ma première formation en ligne. Parce que justement, à ce stade-là, je commençais à avoir une bonne liste email, une bonne communauté, et j'en arrivais au stade où me baser uniquement sur mon temps, sur l'accompagnement de mes clients en direct, etc., ça commençait déjà à être frustrant parce que je pouvais plus prendre tout le monde. En fait, j'avais plus de demandes que j'avais de disponibilité. Donc, en soi, c'est un problème de riche, mais en attendant, je pouvais plus accepter ces clients-là et du coup, mon chiffre d'affaires était plafonné et à ce moment-là, je voyais pas comment augmenter le prix de ça, comment faire différemment. Donc, j'avais envie d'aller faire de la formation en ligne pour toucher plus de monde. Et du coup, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai créé une première formation en ligne où l'objectif, c'était de faire un lancement à 2500 euros. Donc, j'étais très contente de faire ça. J'ai fait mon premier lancement comme ça. Et j'ai un peu expérimenté ça en me rendant compte à nouveau que avoir plusieurs offres, c'était pas évident en termes de communication à ce moment-là. Parce que du coup, j'avais et le coaching et la formation un peu en ligne un petit peu similaire. Enfin, c'était à nouveau complexe. Du coup, ce que j'ai fait un petit peu après, c'est que j'ai créé un premier programme en ligne beaucoup plus différenciant par rapport à ma première offre. Et donc, c'était le programme Side Project qui était pour lancer son business en parallèle de son job et qui était pensé très, très différemment de mon offre d'accompagnement individuel. Et donc là, j'ai eu quelque chose de vraiment différenciant. Et là, ça m'a permis d'avoir 2 offres vraiment canon différentes et donc de beaucoup plus facilement communiquer dessus, en plus avec une stratégie marketing différente selon les offres. Et là, j'ai pu avoir vraiment un business avec 2 offres différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pendant un temps et je suis restée sur ce modèle pendant un bon petit moment avant ensuite d'arrêter le coaching et de me concentrer sur une offre unique de programme en ligne, donc Side Project à ce moment-là. Je fais une longue réponse, mais c'est pour expliquer le contexte. Tu ne t'endors pas, tu m'écoutes toujours attentivement. Tout va bien. Par contre, j'ai une question. C'est quoi qui fait que du coup là, t'avais Side Project, ça tournait? Tu faisais tes lancements, on faisait des lancements ensemble d'ailleurs, c'était marrant. Oui. Et qu'est-ce qui fait que toi tu t'es dit je vais plutôt que pousser Side Project et le scaler comme une folle? Alors scaler, pour ceux qui connaissent pas forcément ce que ça veut dire, scaler c'est passer à l'échelle, c'est-à-dire comment résumer passer scaler, à l'échelle, mais c'est de pouvoir en fait avoir vendre à 10 000 personnes de plus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de pouvoir multiplier le nombre de clients qu'on a ça, dessus. Exactement. Sans démultiplier nos propres ressources. En fait, c'est ça le principe de passer à l'échelle, quoi. C'est ça. Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais plutôt faire un catalogue de produits plutôt que scaler juste Side Project. Ouais. Et le pousser et aller toujours plus loin avec. C'est ça. Ça, c'était l'étape à ce moment-là où déjà, je suis partie d'abord là-dessus de vraiment, je fais grossir Side Project et je me concentre que là-dessus. Donc, c'était le moment où effectivement on travaillait ensemble. Et donc, on avait mis en place tout un système pour pouvoir développer cette offre-là avec de l'acquisition organique et de l'acquisition payante, donc la publicité. Et donc, j'ai poussé ça. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, pourquoi j'ai choisi de créer de nouveaux produits, c'est parce que j'ai choisi la stratégie de les meilleurs clients sont les personnes qui sont déjà clientes. Et je suis partie en fait de ce postulat-là. Et donc, j'ai basé toute ma stratégie autour de ça, en me disant les personnes qui ont déjà suivi un programme, elles sont satisfaites, elles ont envie d'aller plus loin sur d'autres sujets, etc. Et donc, ça coûte moins cher de refaire signer
de fidéliser un client que d'aller acquérir un nouveau client. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette stratégie à ce moment-là, et aussi parce que justement j'avais cette capacité et cette organisation interne avec l'équipe de créer de nouvelles offres, et aussi parce que, alors ça c'est très personnel, et d'ailleurs je vous invite à vous poser la question pour vous, est-ce que vous sentez que naturellement vous êtes meilleur en acquisition ou en conversion? Meilleur en acquisition, c'est dans le sens que vous êtes meilleur pour avoir de nouveaux leads, de nouveaux prospects, de nouveaux abonnés. Meilleur en conversion, c'est que vous êtes meilleur pour vendre quelque chose, pour monétiser, on va dire, ces prospects-là. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à être meilleure en vente, en conversion, que en acquisition de nouveaux prospects. Du coup, je me suis basée sur ma force à moi et ce que j'aimais et ce qui avait du sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller sur un modèle de création de produits et donc de vente de tout un catalogue de produits. Donc c'est pour cette raison-là que je suis partie là-dessus. Avec le recul, je pense que tout aurait pu... une autre stratégie aurait été pertinente aussi, c'est-à-dire que vraiment de pousser encore plus à fond side project, avec peut-être quelque chose de plus high ticket, parce que c'est ça aussi qui freinait, c'est que c'était sur un tarif qui n'était pas forcément adapté à une offre unique, en tout cas un modèle d'offre unique, je pense que c'est ça aussi qui manquait. Donc j'aurais pu aller dans cette direction-là. J'ai fait l'autre choix. Voilà, c'est vraiment juste un choix, et c'est pour ça que je parlais d'avantages et d'inconvénients, on pourra peut-être y revenir après. Et en fait, pour moi, t'as avantage, inconvénient dans les deux modèles, quoi. Voilà. Du coup, pour mon expérience à moi et sur mon nouveau business, donc sur Dolce Business, j'ai commencé aussi sur ce principe de une seule offre au début. Donc pour le coup, c'était l'offre des immersions en présentiel. Donc j'ai commencé que avec ça, avec les immersions individuelles. Donc c'est du mentorat business, une journée en tête-à-tête avec un entrepreneur. Ensuite, une fois que j'avais bien fait du chiffre avec ça et que j'ai eu envie de passer sur autre chose, j'ai fait les immersions en groupe pour le coup. Donc c'est une offre qui est sensiblement différente. Et ensuite, j'avais fait pas mal d'immersions et j'ai eu envie de pouvoir redévelopper un programme en ligne, et donc j'ai créé le programme Dolce Business où pour le coup je repasse sur un système de programme en ligne, et ça c'est vraiment le programme phare en fait de ma nouvelle entreprise, ce qui ne m'a pas empêché de rapidement créer déjà une autre petite offre avec les coulisses pour le coup, parce que envie de créer ce produit-là, parce qu'il y a de la demande là-dessus, et parce que j'ai tellement pris l'habitude de créer des offres, de les vendre, de pouvoir lancer ça rapidement, que c'est facile pour moi. Ça permet d'avoir l'effet nouveauté et pic qu'on a quand on a un lancement sur une nouveauté. Donc moi, ça me permet de bénéficier de ça aussi dans le business. Et donc voilà, je pourrais revenir sur avantages, inconvénients, mais globalement, c'est pour cette raison-là. Ok. Et c'était quoi les gammes de tarifs que tu avais, et il y avait combien d'offres? Sur Postadem, Ouais. Gamme de tarifs, alors ça allait du tout petit prix, donc ça commençait à moins de 20 € pour un produit d'appel qu'on avait qui était un petit guide payant, jusqu'à le plus élevé, c'était le Mastermind Postadem. Le Mastermind, c'était une offre d'accompagnement de groupe en fait qu'on avait après notre offre Side Project. Et du coup, on était sur une gamme de prix qui allait, on va dire en gros, de une dizaine d'euros jusqu'à 2500 €. Mais la moyenne, le programme principal, on allait être entre 500 et 1000 € dans ces eaux-là. Voilà. Okay. Et il y en avait combien? Il y avait plus de 20 produits au catalogue. Donc, ouais, c'est pour ça que je parle vraiment de stratégie catalogue, en fait. Et dedans, il y avait aussi bien des produits à un tarif un peu plus élevé, voilà, dans les 500 000 €, que des vraiment petits produits. On avait aussi toute la gamme des carnets. Les carnets, c'était moins de 100 € parce que carnet, dans le sens, il y avait aussi de la vidéo, etc. Donc, c'était quand même un petit produit de formation. Donc, voilà, on était sur ce format-là. Et donc, on avait des clients qui étaient clients de plein de produits, en fait, au catalogue, quoi. Okay. Voilà. Et du coup, dans tous ces produits, si vraiment après tu regardes, parce que moi je regarde souvent ça avec mes clients, c'est qu'ils ont 45 produits, enfin 45 produits, j'exagère, mais il y en a 4 ou 5, il y en a un qui fait de l'argent, il y en a 3 qui servent à rien. Est-ce que dans toi, à ce moment-là, il y en avait effectivement 2, 3 qui faisaient de la thune, clairement, et tout le reste qui servait à rien? Ouais, c'est ça. En fait, on avait un graphe avec la répartition du chiffre d'affaires par produit. Et bien sûr, il y a des produits qui rapportent plus que d'autres. En fait, il y a vraiment les produits best-sellers. Les produits best-sellers, c'est un peu les hits où on sait que même si on fait du copywriting qui est pas incroyable, même si la page de vente, elle est un peu réchauffée, même si, en fait, on donne pas tout, on sait que ça va bien se vendre parce que l'offre est bonne, ça répond à un besoin, à une demande. Donc, on sait que quoi qu'il arrive, on va bien le vendre. Et ce genre de best-seller, c'est vraiment ce qu'on met le plus en avant. Et c'est ce qui permet, par exemple, si on veut faire un petit lancement, tu vois, des offres un peu particulières, en fait, on le met en avant, on sait que ça va fonctionner. À l'inverse, il y a des produits, on a beau faire tous nos efforts marketing possibles, ça,
ne prend pas bien. Et en fait, moi, j'en ai eu des comme ça. Il y avait des produits qui marchaient pas bien et pourtant, j'avais vraiment travaillé le copywriting, la page de vente, les emails, tenté différents angles, tenté des moments différents parce que parfois, on se dit, ah, peut-être que ce produit n'a pas fonctionné parce que je l'ai lancé à telle saison, à tel moment, c'était pas le moment. Et en fait, on se rend compte qu'on va le relancer une deuxième fois, une troisième fois et que ça prend toujours pas de façon incroyable. Donc, c'est vrai que les produits qui fonctionnent un petit peu moins bien, alors, il y a vraiment ceux qui fonctionnent vraiment pas. Et il y a ceux où ça fait le job, mais c'est pas incroyable. Et en fonction, l'avantage en fait d'un système de catalogue comme ça, c'est que on peut faire un peu notre tambouille. On peut par exemple, je sais pas s'il y a le Black Friday, on peut se dire bah tiens ceux qui se vendent un petit peu moins bien, on peut les proposer à ce moment-là et ça permet quand même de faire de la trésorerie. Ou alors quand il y a des bundles, ou alors vraiment s'ils fonctionnent pas bien, c'est de les mettre en bonus qu'on va proposer en plus des offres principales ou en upsell mais vraiment petit prix. Et en fait ça permet d'avoir de quoi un peu jouer dans le business. Alors parfois ça donne un peu l'impression de faire du Tetris, le Tetris où tu dois agencer les offres, les lancements, etc. pour arriver au chiffre d'affaires, mais c'est ça qui est aussi intéressant, ça permet d'être assez créatif sur ce qui existe. Donc voilà en tout cas moi comment ça fonctionnait, mais oui, il y a des produits qui fonctionnent mieux que d'autres, et donc c'est un choix. On pourrait se dire, ben finalement, plutôt que de consacrer des campagnes de vente, des lancements et en fait des ressources aussi internes à l'entreprise, c'est-à-dire l'équipe, montant à moi, etc., plutôt que de le consacrer à des offres qui sont pas incroyables, qui fonctionnent pas super bien, on pourrait carrément éliminer et se consacrer uniquement, exclusivement aux produits qui se vendent le mieux. C'est une stratégie aussi. Toi, je pense que tu es plus de cette team-là. Alors, je dis pas que je suis pas de cette team parce qu'il y a comme tout, il y a eu des erreurs qui ont été faites, il y a des choses peut-être que je ferais différemment. Donc ça avait ces avantages-là, mais l'inconvénient, c'est que du coup, ça peut facilement, surtout si jamais c'est pas bien piloté en interne, ou par exemple si vraiment vous êtes seul, ça peut être vraiment une usine à gaz. Donc si vous le faites, il faut vraiment que ce soit fait de façon carrée et organisée pour que ce soit pas le bazar. Moi, j'avais un système de catalogue tout en travaillant 20 heures par semaine, grand maximum, voire beaucoup moins. Donc ça fonctionne aussi. Mais voilà, ce que j'en pense là-dessus et voilà. Toi, tu réagirais comment? C'est quoi ta vision de ça? Là, imagine, t'as devant toi, admettons, t'as un client qui vient, il a 20 produits au catalogue, t'en as un tiers qui fait le plus gros du chiffre d'affaires, t'en as un tiers qui se maintient, ça va, ça se vend, mais c'est pas incroyable, et t'en as un tiers, bon, ça permet de faire rentrer un petit peu de cash, mais c'est vraiment accessoire, quoi. Qu'est-ce que t'en fais? Bon, du coup, j'ai mon avis aussi dessus maintenant, mais vas-y. Il a quoi comme audience? Ah, il a une bonne audience. Il a une grosse audience? Il a une bonne liste email et une bonne audience. Franchement, ça dépend de la vision de l'entrepreneur. J'en ai eu un justement récemment comme ça, qui a une énorme audience et justement on lui a fait un audit pour voir qu'est-ce qu'on fait. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement une dizaine d'offres avec une dizaine une dizaine d'offres et parfois 3-4 versions différentes de la même offre. Bref, ça c'était le bordel. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, j'ai regardé les chiffres, qu'est-ce qui ramène le plus de thunes? Qu'est-ce qui n'en ramène pas et quelle peut-être itération d'une offre, quand il y en avait plusieurs itérations, rapporte le plus. Parce que déjà, s'il y a plusieurs itérations d'une offre, ça complexifie, moi ça me fait chier, donc j'élimine. Après, ça c'est vraiment à la philosophie de chacun. Moi j'ai ma philosophie de si c'est trop compliqué et qu'il y a trop de choses, ça me fait chier et j'élimine. Donc avec ce client, on a vu vraiment toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et après, c'était à lui de prendre la décision, tu vois. C'est pas moi qui. Débrouille-toi avec ça. Non, mais c'est pas moi. Je vais te donner les tenants, les aboutissants. Après, c'est pas moi qui prends les décisions. Maintenant, là, tu me files un business où il y a une grosse audience, plein d'offres. Ça va d'un côté dépendre des offres. Où je vais me dire, est-ce qu'il y en a où même si elles font pas d'argent, je les trouve cool et je trouve qu'elles apportent un vrai truc. Tu vois, nous, on l'avait chez Copy Rockstars. On avait une offre qui était vraiment pour faire une analyse de marché et comprendre ce qui se passe dans la tête de tes prospects et bien vendre. Ça ne s'est jamais super bien vendu parce que c'est pas un best-seller, parce que c'est pas sexy, ça fait pas plaisir aux gens. Mais pour moi, ça, c'est juste l'indispensable pour qu'ils aient les résultats qu'ils veulent, en fait. Donc, si je suis sur un catalogue, celle-là, elle reste. Je m'en fous qu'elle fasse pas d'argent parce que je sais qu'ils en ont besoin, en fait. Et après, c'est ma mission d'essayer de mieux la vendre, même s'il y a des trucs, t'as beau essayer de la vendre de toutes les manières possibles et imaginables que tu veux, ça va pas bien se vendre parce que les gens, c'est pas sexy, comme je vais te montrer comment faire des réels Instagram qui pètent tout, tu vois. Ça. Ceux-là, je les garde. Franchement, les autres... Qu'est-ce que j'en fais? Même avec une grosse audience, en fait, ça dépend vraiment de la vie que j'ai envie de mener. Là, je me posais la question, est-ce que j'ai envie de faire du coaching et de l'accompagnement, comme je le fais aujourd'hui, où j'aime faire ça, où ça me plaît de suivre les gens et de les voir avancer. Il y en a d'autres qui en ont rien à foutre et c'est complètement OK. Moi, quand j'avais plusieurs formations, ceux qui achetaient une formation à 300 balles,
C'est horrible à dire, mais j'en avais rien à foutre s'ils n'avaient pas de mes nouvelles. Je leur demandais pas, à part parfois des sondages vraiment de satisfaction, j'allais pas les appeler pour leur dire comment ça se passe, est-ce que ça avance bien, tu vois. Par contre, ceux qui me payent 3000 balles, là, je suis derrière eux et je les lâche pas. Vous avez donc plus intérêt à donner 3 000 € à Pépé que 300. Maintenant, là, tu me dis ça. Aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, dans la vie que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment partisan de ne pas me faire chier parce que je sais ce que ça va impliquer de faire plein de produits. C'est que je vais devoir faire des campagnes email, effectivement. Alors, si en contrepartie, je fais plus d'accompagnement, mais je ne fais que ça, je te dis pourquoi pas, parce que je me débrouille en copywriting. Donc, mon seul focus de la journée, ce sera de faire des emails. Il faut que ce soit pas des offres d'accompagnement, évidemment. Il faut que ce soit des formations en autonomie, parce que si c'est des offres d'accompagnement, bah, plus tu les multiplies, plus tu as de problèmes, techniquement. Alors, plus tu as d'argent aussi, mais quand on a une, en fait, tu peux faire énormément d'argent avec autant de problèmes que tu as pour une offre. Si tu as 10 offres d'accompagnement, tu as 10 fois plus les problèmes d'une offre d'accompagnement. C'est clair. Alors que techniquement, une offre en autonomie, le seul problème que tu vas avoir, c'est quelqu'un qui demande un remboursement éventuellement, donc t'as pas de problème en fait. Donc voilà. Donc je me dirais, est-ce que je veux là, cette année, faire du coaching ou vraiment, effectivement, c'est freestyle. Moi, il y a une partie de moi qui rêve de me dire, effectivement, t'es là, t'as tes produits qui tournent, tu t'occupes de plus rien. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vendre, il faut faire du copywriting. Exactement. Il faut envoyer des emails. Tu t'occupes de ça, tu vois. Je fais juste mes emails. Il y a une partie de moi, oui, et puis il y a une partie de moi où je me ferais quand même vite un peu chier. Donc j'aurais envie de faire des nouvelles offres, mais ça me ferait du travail. Et aujourd'hui, en y réfléchissant, les deux se valent. Moi, je suis sur le modèle opposé où on fait de l'accompagnement vraiment. Ouais, ça explique comment toi tu fonctionnes aujourd'hui et le modèle sur lequel tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une offre à un tarif élevé avec beaucoup d'accompagnement. Et parce que moi, l'accompagnement, ça me plaît. En fait, je préfère aussi, si je devais relancer par exemple le business, c'est bien si tu as le catalogue d'offres qui t'est servi sur un plateau d'argent. Tu vois, tu n'as plus qu'à les vendre. Donc ça, c'est cool. Peut-être un peu les améliorer, mais surtout les vendre. Si toi, tu dois les construire, moi, je sais que faire des formations en ligne, ça me fait chier, en fait. Moi, je préfère avoir la personne en face de moi, lui dire, tu fais ça comme ça. Et voilà. Et en fait, limite, peu importe si je le répète 15 fois, bon, tu commences à faire du coup un peu des tutos, mais moi, vraiment, penser une formation, des choses comme ça, c'est lourd pour moi, ça m'emmerde. Versus accompagner les gens et leur dire, fais ça, est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, on est sur ce modèle. On a une offre unique. Avant, j'en avais plusieurs. On a eu tout en même temps. On a eu des produits qui coûtaient, des formations en ligne qui coûtaient 300 balles, un petit produit qui coûtait 12 balles. On avait des formations en ligne qui coûtaient 1000 € avec une communauté mais pas d'accompagnement. On avait des accompagnements qui coûtaient 1500, 2000, puis 3000 €. Là, on a un mastermind qui est à plus de, parce que je dis plus de, parce que le tarif augmente tout le temps. Aujourd'hui, il est à plus de 7000 € à date, hors taxe évidemment. Après, peut-être qu'au moment où on écoute, il est déjà 40 000 €, ah oui, faut mais pas traîner, ça m'étonnerait. Et de tous, moi, effectivement, vraiment, en ayant tout fait, le CA s'est révélé être bien meilleur à chaque fois qu'on vendait cher. On faisait les petites formations à 300 balles, c'est cool. On faisait 30, 50, 60 ventes. Oui, ça fait des petits pics de trésor. Maintenant, quand on a une qui est à 3000 balles, tu fais rentrer 10 clients, tu pètes la game. Et en fait, plus ensuite tu as d'audience, plus ça te demande moins d'efforts, c'est bizarre dit comme ça, mais plus tu as une grosse audience, moins ça te demande d'efforts de signer les gens, parce qu'entre les signer à 300 € et les signer à 3000 €, ça demande à peu près, peut-être un peu plus d'efforts à 3000 € parce que tu peux rajouter du closing éventuellement. En fait, c'est ça aussi qui change la donne, c'est s'il y a du closing ou pas. Oui, tu peux rajouter ça. Maintenant, pour avoir eu la discussion avec quelqu'un souvent chez Marketing Mania, ils ont ce business model catalogue et maintenant ils ont aussi une offre phare à plus de 3000 €. Eux, ils se sont rendus compte que peu importe ce qu'ils faisaient, à chaque fois qu'ils vendaient plus cher, et Stan, il a une audience balèze, plus ils vendaient cher, plus ils faisaient d'argent en fait. Et il n'y a pas de tiens, on baisse les prix, ça va faire plus de ventes. En fait, tu baisses les prix, ça va faire plus de ventes, mais ça va faire moins de CA. Et moi, à chaque fois que j'ai augmenté mes tarifs, je faisais moins de ventes, mais je faisais plus de CA. Oui. Et en fait, à partir du moment où tu fais plus de CA avec moins de personnes,
Bah, tu scales aussi plus facilement parce que ça te demande moins de structure, moins d'efforts d'accompagner tous ces gens-là. Donc en fait, tu te fais aussi moins chier parce que techniquement, si tu vas faire aussi du catalogue, faut être prêt, peut-être, sauf si tu es sur certains marchés un peu plus de niche, comme moi, le marketing, ou si j'avais plein de... Ce serait chiant, en fait. Je connais personne sur le marketing qui fait 1 million en faisant des petits produits, tu vois. Tu vas aller taper les 300, 400 000 si tu es excellent en copywriting. Au-delà, il faut des produits beaucoup plus élevés, à des tarifs beaucoup plus élevés. Par contre, si tu es sur du B2C vraiment plus général, business to client, tu vends à des particuliers, là, il faut être prêt à te faire défoncer par email en service client parce qu'il te faut énormément de clients du coup pour faire de l'argent sur des petits prix. Et qui dit énormément de clients dit malheureusement plus de gogol. Et, en toute bienveillance, comme toujours. Le plus de gogol, faut s'en occuper au service après-vente de « Ah, j'ai pas mes accès ». Et ça, faut être prêt à s'en taper un paquet, quoi. En fait, c'est juste... C'est toujours la même chose, c'est où est-ce que tu mets ton effort, en fait, et c'est choisir ses problèmes, choisir ses contraintes, en fait. C'est-à-dire que soit tu choisis ta contrainte de faire de l'email, par exemple, quotidien, comme moi, ce que je peux avoir, soit tu choisis la contrainte d'avoir du closing téléphonique à faire toi-même, voire d'avoir une équipe de closers. Tu peux choisir la contrainte d'avoir un SAV important à gérer. En fait, c'est juste quelle contrainte tu choisis, et je pense que dans le business, tout tourne toujours autour de ça, et d'être honnête avec soi-même et au clair sur sa vision, parce que tu en auras dans tous les cas, en fait. Donc, ça dépend effectivement de ça, et ça dépend aussi de où tu en es dans le business, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais ça dépend aussi du stade de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que parmi notre audience, et donc parmi vous, on a des personnes qui ont un business qui est vraiment au tout démarrage. Donc, il y a vraiment des personnes qui aujourd'hui font entre 0 et on va dire 30 000 euros de chiffre d'affaires, et qui n'ont pas encore trouvé vraiment le bon positionnement sur le marché, qui n'ont pas l'offre product market fit, enfin vraiment le truc bien positionné où on sait que ça vend. Donc il y a encore ça qui a besoin d'être trouvé. On a des personnes qui vont faire entre 30 et 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, ça va déjà un petit peu mieux, mais il y a encore besoin quand même d'amorcer ça de façon plus sérieuse, plus costaud, et donc d'avoir aussi une acquisition plus solide. Et là, c'est pas forcément le moment d'aller s'éparpiller non plus sur d'autres offres à ce moment-là. Et ensuite, on va avoir des personnes qui sont en route vers les 100 000, et donc les personnes en route vers les 100 000, là on commence à avoir quelque chose de déjà plus costaud, et au-delà des 100 000, c'est là qu'on commence aussi à avoir plus de marge de manœuvre sur la stratégie qu'on choisit. En tout cas, nous, on déconseille à ceux qui sont vraiment au tout démarrage de commencer déjà sur plein d'offres. En tout cas, tant que vous êtes en dessous, qu'est-ce qu'on peut donner comme fourchette ? En dessous de laquelle vraiment c'est pas le bon moment de s'éparpiller. En dessous de 300 000 balles par an, pour moi. Ah oui, d'accord. Moi, je suis sur du... on n'a pas la même vision là-dessus, quoi. On peut dire, tu fais pas plusieurs offres jusqu'à 100 000 euros, sauf qu'après, la connerie à 100 000 euros, c'est de commencer à faire de nouvelles offres, alors que la première offre est pas assez soit bonne, soit améliorée, soit son tarif. En fait, on peut encore aller très loin. Ouais. À partir de cette première offre. Et si tu te dis, bon, j'ai fait 100 000, je vais en faire une nouvelle, là, tu peux faire une bascule un peu à la con qui va niquer la première et que la deuxième va pas réussir à bien vivre parce que tu seras sur tu jongleras entre tes deux projets. Versus déjà, si tu commences pour moi, monter à 300 000, normalement, si tu es bien structuré à 300 000 euros, tu peux pousser jusqu'à 1 million avec à peu près le même système. Et du coup, c'est plus simple d'avoir l'espace ensuite pour lancer une deuxième offre. Moi, j'ai une autre approche là-dessus. Moi, j'ai une autre approche qui est qu'en fait, je pense que déjà à partir de 100 000, tu peux effectivement te poser cette question. Même en réalité, en dessous, parce que si tu te dis, ah oui, mais il faut que j'attende de faire 300 000 pour peut-être passer à autre chose, mais que tu pètes un plomb dans ce que tu es en train de faire, et que ce modèle, il te convient pas, et que peut-être, en fait, ton idée d'offre est plus pertinente, et que soit tu vas avoir deux offres, soit tu vas en avoir une qui finalement va prendre le relais sur la première parce qu'elle sera plus pertinente, parce qu'elle va te permettre de scaler davantage si c'est ton objectif, parce que c'est pas forcément non plus ton objectif, là ça a du sens. Par exemple, tu vois, sur ma nouvelle activité, j'ai pas attendu de faire 300 000 pour pouvoir sortir autre chose, et j'ai bien fait de sortir autre chose. Donc moi je suis beaucoup plus... comment dire, ouverte d'esprit, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, moi, dans mon approche, il n'y a pas cette nécessité d'attendre les 300 000 pour pouvoir avoir d'autres offres. Je pense qu'il y a vraiment d'autres critères qui rentrent en compte dans ce choix-là. Mais dans ton cas, c'est parce que ce que tu faisais, c'était pas scalable, en fait. Ouais, mais même, tu vois, je prends sur Postadem, en fait. J'ai pas attendu les 300 pour pouvoir faire autre chose. Et en fait, est-ce que tu rigoles parce que tu dis oui, mais t'aurais peut-être dû faire autrement, mais en même temps,
Non, tu vois, je le vois pas comme ça parce que, alors ça c'est mon petit grain de sel dans le business, dans l'approche business, c'est que en fait il y a la bonne approche business sur le papier en théorie, qui est celle qui permet de scaler, d'aller faire 1 million bien comme il faut, etc. et de pouvoir clamer sur Instagram on fait 1 million. Mais il y a aussi l'approche et qui est plus mon approche Dolce Business, de comment tu fais en sorte que le business, en fait, il te nourrisse et pas que financièrement. Donc, c'est peut-être pas optimal de commencer à diversifier, etc. avant les 300 000 peut-être, ou c'est peut-être pas optimal, mais si ça permet de trouver du sens, du plaisir, d'être dans sa zone de génie, de continuer à développer le business, mais ça veut pas dire qu'on s'aborde ce qu'on fait et qu'on fait n'importe quoi d'un point de vue business, mais si c'est pour les bonnes raisons et que ça permet de vraiment prendre plaisir dans la façon de développer le business, pour moi, ça a du sens de faire quelque chose qui n'est pas optimal en théorie dans le business, quoi. Voilà. Et c'est ce que tu disais. Et bébé, il est pas content, idiot. Non, c'est pas que je suis pas content. C'est qu'après, effectivement, tu choisis tes contraintes, tu vois. Ouais. J'avais entendu Jérémy Coleman, Jérémy qu'on embrasse, dire cette phrase une fois, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu peux suivre toutes les stratégies, suivre tous les business models que tu veux, il n'y a aucun problème. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de le faire en perdant de l'argent inconsciemment. Alors, c'est plus comme ça qu'il a dit, je me rappelle plus exactement, mais en gros, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de perdre de l'argent, à condition de savoir que tu es en train de perdre de l'argent et de savoir que tu fais de la merde, en fait, que tu fais de la merde sur le papier, je veux dire. C'est-à-dire que si tu es là, non, moi, faire plusieurs offres, je préfère un seul programme, ça me correspond pas, donc je fais 20 000 balles de CA aujourd'hui et je me sentirais trop freiné parce que je suis HPI ou tout ce que tu veux, tu vois, j'ai besoin de faire plein de choses. Ok, fais plein de choses, mais sache que ça risque sérieusement de te freiner pour aller peut-être faire 100 000 balles, 200 000 balles, selon comment tu t'y prends. Tu vois, par exemple, tu as une audience de 2000 personnes sur Instagram, tu te dis je vais faire plein d'offres et moi je vais rester accessible à 500 € par exemple l'offre. C'est ça. Bon, les maths déjà sont pas dans ton camp, mais tu as le droit de ne pas avoir les maths dans ton camp, tu as le droit de te faire kiffer. Par contre, tu n'as pas le droit de venir te plaindre derrière que tu fais pas assez d'argent en fait. Attention, hein, venez pas vous plaindre auprès de PB, vous pouvez venir auprès de moi, mais pas auprès de PB. Ouais, ok. Ouais, je suis en phase là-dessus. En fait, pour moi, c'est et tu vois, c'est ce que j'enseigne aussi. C'est un mélange de d'alignement et d'alignement au business et de stratégie. En fait, c'est pas il faut à tout prix être aligné. C'est très important d'être aligné dans le moindre détail. Mais au détriment du business et de quelque chose de pertinent et d'intelligent d'un point de vue business. En fait, on a besoin des deux. Et c'est le mix de la stratégie carrée, pertinente, bien pensée, et donc la compétence business qui va avec, parce que souvent c'est un manque de compétences business, de compétences marketing qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la bonne stratégie. Donc mélange de cette stratégie et d'alignement au business pour que les deux matchent. Parce qu'en fait, si tu n'as que la stratégie carrée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, ça va fonctionner, mais en fait, ça va juste te gonfler. Au bout d'un moment, tu n'auras plus envie de le faire. Voire, ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, ça te prend tellement d'énergie, t'es pas dans ta zone de génie, tu procrastines que du coup, même si la stratégie sur le papier pourrait marcher et marche pour d'autres, pour toi, ça ne marche pas. Donc, que la stratégie sans l'alignement, ça fonctionne pas. Et si tu as que l'alignement, mais sans penser à la stratégie et sans que ce soit assis sur des principes business qui fonctionnent, bah en fait, c'est un loisir que tu as. Tu vas vivre ta meilleure vie, mais par contre, c'est pas ça qui va payer le loyer et c'est pas ça qui va permettre de t'enrichir financièrement. Donc, selon moi, pour s'enrichir sur tous les plans, c'est-à-dire intellectuellement, spirituellement, financièrement, etc., on a besoin d'avoir en fait les deux dans notre business, et l'alignement et la stratégie. Et c'est pas du tout opposé, en fait. C'est pas du tout opposé. Justement, il y a plein de façons de cumuler les deux et de retrouver les deux. Donc, je pense que c'est là-dessus, en fait, qu'on est en phase, quoi. Oui, clairement. Est-ce qu'on finit cet épisode en étant d'accord ou est-ce que... Franchement, on pourrait continuer un moment sur ce sujet. Moi, j'ai pris plein de notes pour d'autres épisodes potentiels. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais, moi, je me suis noté un épisode éventuellement sur les bundles. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, faisons un épisode sur les bundles. Et un épisode sur justement les contraintes. Comment tu choisis les contraintes que tu veux dans le business, justement. Donc moi, déjà, avant qu'on passe à la clôture ou aux derniers mots de cet épisode, j'en profite pour vous rappeler, si vous pouvez juste laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur les plateformes, nous, ça fait plaisir, ça coûte pas grand chose à vous. Si vous avez passé un bon moment, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Nous, ça nous fait énormément plaisir. Et vous pouvez éventuellement même mettre un commentaire avec quel type d'épisode vous aimeriez qu'on fasse. Nous, ça nous fait plaisir. Je vous embrasse. Mais c'est pas du tout la fin du podcast. Donc, je sais pas pourquoi je vous embrasse, en fait. On a encore des trucs à se dire. On a encore des trucs à dire. Attends, juste sur l'appel à l'action. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez en commentaire quel est votre modèle. Est-ce que vous êtes sur un modèle d'offre unique? Est-ce que vous êtes sur un modèle de catalogue? Et de nous dire peut-être ce vers quoi vous voulez évoluer. Enfin, racontez-nous votre vie business. Ça nous intéresse
m'intéresse vraiment de voir aussi vos avis là-dessus, quoi. Exactement. Maintenant, du coup, c'est quoi le mot de la fin? Parce qu'il nous faut un mot de la fin. Eh ben, c'est faites bien ce que vous voulez parce que tout peut fonctionner. Moi, ce serait ça ma conclusion. On va donner chacun notre conclusion. Okay. Moi, ma conclusion de cet épisode, comment je vois les choses, c'est que n'importe quelle stratégie peut fonctionner. Que ce soit la stratégie de l'offre unique ou la stratégie du catalogue de produits, tout peut fonctionner à partir du moment où c'est basé sur les bons critères. C'est-à-dire qu'il y a une approche stratégique par rapport à la liste de la taille de l'audience, par rapport à votre vision pour votre business, par rapport à votre capacité à faire les actions pour ça. Est-ce que vous êtes meilleur en acquisition, meilleur en conversion? Donc si ça repose sur quelque chose de stratégique, d'assumé et qui est en connexion avec vous, avec votre alignement, tout est possible du moment que vous y tenez et que c'est pensé de la bonne façon pour les bonnes raisons. C'est juste. Voilà, c'était le mot de la fin de PB. Et non, pas du tout. Moi, mon mot de la fin, qu'est-ce que c'est? C'est que, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire absolument tout et vous pouvez perdre de l'argent à condition de savoir que vous êtes en train de perdre de l'argent ou du temps ou de l'énergie. C'est complètement OK. Moi, je prends souvent l'exemple des memberships où certains veulent faire absolument un membership parce que c'est ce qui leur correspond. Fais un membership si tu veux. Maintenant, tu sais qu'on pourra faire un épisode sur le sujet. Tu sais les pots cassés que tu vas payer, quoi. Et si vous le savez pas, écoutez l'un des prochains épisodes sur les memberships. Appel à l'action. Abonnez-vous. Maintenant, par rapport à ça, donc faites ce que vous voulez à condition de savoir justement ce que vous êtes en train de faire. En fait, c'est vraiment ça, et c'est justement la stratégie. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, pousser justement la réflexion et la recherche sur ce quelque chose, ce que ça implique et ce que ça amène comme résultat. Mettez ça en corrélation avec vos objectifs. C'est quoi mon objectif numéro 1? Est-ce que c'est faire beaucoup d'argent? Est-ce que c'est juste me sentir bien dans mon business? Est-ce que c'est les deux? À chaque fois, du coup, la stratégie va varier en fonction de chacun de ces éléments. Et dernière chose, faut que je m'en rappelle parce que du coup j'ai oublié à quoi je pensais comme d'habitude. Fais une petite musique en attendant d'ascenseur. Exactement. Faites ce que vous voulez tant que vous êtes au courant. Et creusez et restez pas effectivement en surface. Où moi je prends souvent l'exemple des memberships. On se dit ouais ça va faire du récurrent tous les mois et on ne regarde que ça et on oublie toutes les autres choses que ça implique. Donc petit produit high ticket, là on en a parlé. Éventuellement on pourra en reparler plus en profondeur sur chaque modèle. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend des cartes qu'on a en main. Tant qu'on sait pourquoi on le fait et ce qu'on paye en échange, c'est OK. Faites ce que vous voulez. Ouais, très bien. Et du coup, je pense que la conclusion de tout ça, c'est l'importance de la compétence business, de la culture business, où en fait, si... je sais pas, si vous suivez que 1, 2, 3 personnes de votre secteur et que c'est votre référence parce que vous connaissez que ça ou qu'il y a que ça qui vous parle, en fait, de cette façon-là, vous développez pas aussi votre culture business. Et pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour avoir en fait un champ des possibles important et choisir ce qui est le plus stratégique, le plus pertinent et le plus aligné pour vous, il y a besoin quand même d'avoir plein d'options en fait. Il y a besoin d'avoir cette culture-là. D'où aussi d'ailleurs ce podcast qui sert aussi à élargir les horizons, à voir ce qui se fait. Et voilà, donc la compétence business, je vais finir là-dessus, mais je pense qu'on pourrait avoir 18 conclusions, donc on va peut-être s'arrêter sur cette conclusion, n'est-ce pas? Exactement. Et bien en tout cas, dites-nous en commentaire votre modèle à vous. Et puis c'était un plaisir de débattre de tout ça avec toi, PB. Un plaisir partagé. Je vous embrasse. 5 étoiles sur Apple Podcast. Je le replace. Ça fait plaisir. Ça fait du baume au cœur. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À très vite.